Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Résonance a décidé de vous proposer ces prochaines semaines, régulièrement, des émissions autour du mouvement des Gilets jaunes. Parce que justement, vous, avez-vous le sentiment de vivre un moment inédit ? Vous en faites peut-être activement partie ? Peut-être le redoutez-vous ? Êtes-vous pour, contre ? Plutôt partagé ? Avez-vous le sentiment que la comédie a assez duré ? Ou pensez-vous qu'au contraire, ça ne fait que commencer ? Comme le dit lui-même Stéphane Trouille, qui peut savoir où nous en serons dans 6 mois ? En ce qui concerne Résonance, on pourrait dire que nous sommes en ébullition. Car en tant que médias de proximité, nous nous devions de plonger dans cette grosse marmite. C'est pourquoi, par exemple, il y a peu, nous nous sommes rendus, micro ouvert sur Saillant, afin de récolter des témoignages pendant le festival « À part ça, tout va bien », dont le but était d'apporter un soutien aux 4 inculpés de Valence. Cet épisode se focalisera sur les médias et le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, avec des extraits de débats et des extraits de l'entretien enregistré avec Mathieu Léonard du journal CQFD. Allez, on commence avec un extrait du débat justement présenté par Stéphane Trouille, qui nous propose d'écouter un extrait d'un flash de BFM diffusé le matin avant le procès des 4 inculpés de Valence. Et les comparutions qui se poursuivent devant la justice, même pendant les fêtes. 4 manifestants comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Valence, âgés de 22 à 41 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé des policiers, dont le chef de la police de la Drôme qui intervenait sur un point de barrage. C'était le 8 décembre dernier, Benoît Ballet. Les autorités ont pour mission de dégager cette zone occupée depuis plusieurs semaines par les Gilets jaunes, mais rapidement la situation se tend. Les manifestants tentent de résister. C'est là qu'une dizaine de Gilets jaunes, après des échanges de projectiles, s'en seraient pris à 2 policiers, des coups de pied, des coups de poing, détaille une source proche de l'enquête. Parmi les victimes, le chef de la police drômoise ainsi que son chauffeur, un brigadier. Ils étaient en civil mais portaient un brassard de police, selon une source en interne. Voilà, donc par rapport à cet extrait, donc 2 choses. On a bien vu donc directement, c'était pas un policier ou 2 policiers, c'était le chef de la police de la Drôme qui avait été frappé. Donc ça, c'est sorti de partout, en amont et après. Ça, j'en parlerai après, parce que là, je vais vous parler plutôt des médias oraux et télé. Mais tout ce qui est écrit, ça a été une dépêche de l'AFP qui a été après reprise en boucle par l'ensemble des médias, enfin en tout cas la plupart des médias écrits. Dans cet extrait, on voit aussi que c'est faux ce qui est dit. En fait, c'était pas du tout un rond-point qui était occupé depuis 3 semaines. Enfin, c'est une fausse information. Donc voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, on affirme ça comme ça. Oui, par rapport au jet de projectiles, où là, il n'y a pas du tout le conditionnel, qui n'ont pas eu lieu non plus, mais ils reprennent la parole de certaines personnes, dont le directeur de la police de la Drôme, qui, soi-disant, est intervenu parce qu'il y a des gens qui étaient dangereux le matin, qui auraient lancé des projectiles. Il n'y a pas eu de projectiles lancés, et donc les médias voilà, qui reprennent aussi ça sans mettre le conditionnel. Alors Mathieu Léonard, je suis journaliste, je participe au mensuel CQFD, mensuel de critique sociale et d'expérimentation sociale. Et c'est parti de quel constat ? Comment ça s'est passé la création de ce canard alors ? Ça fait déjà 15 ans, j'étais pas là tout à fait au début, mais il y a 15 ans, c'est des gens qui étaient un peu en rupture de banc journalistique, qui venaient de différents médias plus traditionnels, ou alors même de Charlie Hebdo, parce qu'il y avait Olivier Siran qui a participé à la fondation de CQFD, ou des gens qui venaient des milieux associatifs, d'aide aux sans-papiers par exemple, ou de lutte pour le droit des chômeurs, etc. Et aussi des raisons antimilitaristes, mais le service militaire ayant été abrogé, il fallait trouver d'autres terrains de bataille. Mais toujours, donc, ce sont des gens qui s'intéressaient comme ça aux ventes d'armes, à la question des immigrés, à la question des sans-papiers, à la question des chômeurs, des droits au chômage, du travail, plus globalement. Donc, c'est poser la question de faire un journal qui rassemble ces problématiques et qui ressemble un peu aux gens qui le faisaient. Donc c'est une structure associative, c'est un mensuel complètement indépendant.
qui vit que par la bonne volonté de son lectorat. Et donc voilà, qui essaie de durer là depuis 15 ans, en étant distribué en kiosque nationalement, mais avec un tirage assez modeste finalement. Je sais pas, t'es pas arrivé il y a 15 ans, mais ça fait déjà un petit peu de bouteille que t'es là. Qu'est-ce qui a évolué ? Il y a quoi comme faits marquants qui ont changé par rapport au fait d'être un média indépendant et puis après plus globalement ? C'est vrai qu'on a démarré, on était dans une situation un peu où sur le plan international, il y avait des guerres en Afghanistan, en Irak, etc. Sur le plan national, il y avait des discours de plus en plus sécuritaires, des discours de plus en plus qui reniaient un peu les droits sociaux, de plus en plus libéraux, il faut appeler les choses comme par leur nom. Donc on est dans cette séquence-là où les choses se répètent, en tout cas au niveau des droits sociaux, au niveau des droits des gens, etc. On n'a pas l'impression que les choses s'améliorent. Donc on a maintenu un cap critique parce qu'on estimait que ce cap critique était nécessaire à poser nos idées et pas à se faire avaler par l'éditocratie ambiante, le consensus qu'on essaie de nous imposer, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas d'alternative, etc. Donc malgré tout, malgré les difficultés financières, on est un journal qui a résisté comme ça à toutes sortes de marées qui auraient pu nous ensevelir. Il y a beaucoup de titres qui ont disparu dans les 15 ans. Il y a eu beaucoup d'expériences de presse indépendante. Nous, on s'est maintenu parce que justement on a une façon de faire peut-être qui est tellement peu conventionnelle, tellement peu professionnelle que ça nous permet de durer en fait. Savonnette un peu, on peut pas vous attraper quoi. C'est un peu ça, ouais, on est un peu fuyant, on se prend pas au sérieux non plus tellement, même si on fait les choses très sérieusement. Donc voilà, on maintient le cap, bon gré mal gré. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des surprises aussi. On ne se laisse pas endormir par le ronron, même de la critique. En l'occurrence, le mouvement des Gilets jaunes a beaucoup chamboulé plein de repères, y compris dans le camp des gens de la gauche anti-autoritaire, anticapitaliste, etc. Donc c'est intéressant d'avoir une parole, pouvoir témoigner et prendre la parole des gens, parce que c'est ça aussi notre métier, c'est de capter la parole des gens pour voir réellement quel est le sens de tout ça, quoi, et le retranscrire. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce média-là pour pouvoir encore le faire et toujours le faire. Avant de retrouver la suite de l'entretien, on retrouve Mathieu Léonard lors du débat qui s'est tenu ce jour-là autour du traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. J'ai l'impression que c'est un sentiment, c'est tellement flagrant et caricatural qu'il n'y a même pas besoin de faire une démonstration là-dessus. C'est le vent de panique qui a saisi le monde des médias dirigeants, dominants, pardon pour le lapsus, mainstream. Alors, il s'agit de qui en l'occurrence ? Il s'agit des chaînes d'infos continues, il s'agit des grandes radios et de la presse nationale dans une certaine mesure, papier. Il s'agit des médias où officie finalement une sorte de caste d'éditocrates, ce qu'on peut appeler des éditocrates, des éditorialistes qui se servent la soupe à longueur de temps pour dire à peu près sensiblement la même chose et qui, sur cette séquence des Gilets jaunes, ont alterné d'une forme de condescendance bienveillante au début du mouvement, j'y reviendrai, à une forme maintenant de panique totale parce qu'ils sont aperçus de la fracture exprimée en tout cas au sein de la société, au sein du mouvement. Et donc ce raidissement, il est symptomatique du même raidissement qu'il y a
pour la justice, pour la police, pour les institutions finalement, et pour le gouvernement qui finalement perd prise et se raccroche à ses fondamentaux en durcissant le ton en même temps. C'est-à-dire en disant attention, la République est attaquée. De même, si vous attaquez les médias dominants, c'est la liberté d'expression que vous attaquez. Donc il y a une espèce de retournement de la charge, de victimisation. Ils se posent maintenant en victimes, d'être les victimes d'une plèbe ingrate qui les cible. Et donc, au lieu de faire un travail d'introspection, ces gens-là se muent en meute eux-mêmes, quoi, et défendent leur intérêt. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. C'est assez éclaté, les revendications, et je suppose que vous êtes allé les rencontrer. Qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Quelle est l'image que tu en as, toi ? En tout cas, quelle est l'image de ce qu'a ressenti CQFD ? Alors oui, nous on a recollé un peu plein de reportages qui ont été faits par nos correspondants entre guillemets, même si c'est le terme un peu ronflant, mais en tout cas les gens qui nous ont fourni des articles, qui sont nos amis et qui sont allés à la rencontre, que ce soit dans les Cévennes, dans le Var, dans la Meuse, dans le Loire-Atlantique, etc. Donc on a une vision un peu éclatée, puis on a lu effectivement tout ce qui se disait. Le sentiment immédiat, c'est que les gens qui sont allés sur les ronds-points avaient des choses à dire, même s'ils n'avaient pas jusqu'à présent trouvé forcément les mots, les moyens, le champ d'expression qui pouvait les amener à dire ces choses-là, mais ils en avaient gros, comme ils disent, et donc gros sur la patate. Et donc il fallait à un moment que tout ça s'exprime, tout ça explose aussi. La plupart des gens sont très accueillants sur les ronds-points. Il y a toutes sortes de gens, évidemment. On entend aussi des bêtises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande humanité, une grande fraternité qui s'est faite jour à ces endroits-là. Hein. Elle n'est pas pure politiquement, telle qu'on peut le rêver dans des rêves, enfin, à gauche, par exemple, ou à l'extrême gauche, mais elle est, en tout cas, passée à côté. Je trouve que c'était, déjà pour nous, si on a un peu la fibre de vouloir témoigner journalistiquement et de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays, c'était impossible de passer à côté, en tout cas, de ce moment-là. Après, voilà, il y a beaucoup de choses à dire par ailleurs, hein, et peut-être des réserves, des choses qui font un peu grincer les dents, mais je crois que c'est un moment de communication directe ou en prise avec des gens ordinaires, c'est pas du tout péjoratif de le dire comme ça, mais qui n'ont pas justement autre chose que leur vie à mettre dans la balance, quoi, leur existence, leur souffrance, leur impossibilité de joindre les deux bouts, etc. Donc tout ça, il faut l'entendre, et c'est ce qui nous a motivés en tout cas pour faire ce numéro avec 15 pages de reportages, d'analyses, de photos aussi, de cartographie. Et du coup, encore une fois, parce que médiatiquement, moi je trouve que c'est intéressant le fait que vous existiez depuis 15 ans, tu vois. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de similaire, un mouvement similaire en 15 ans par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes ? Non, il y a quelque chose d'inédit dans ce mouvement-là, tout le monde le dit, il y a vraiment quelque chose d'inédit, c'est pas des gens qui ont les codes habituels des manifestations, etc. Alors il y a eu beaucoup de mouvements dans des grèves, mais quelque chose de comparable, c'est difficile à dire, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Après, il y a des luttes de quartier, il y a des luttes plus circonscrites, etc., avec des problématiques plus limitées, où effectivement on rencontre toutes sortes de gens, on rencontre des gens très différents, etc. Donc ça peut exister, mais à cette échelle-là, à l'échelle d'un mouvement comme ça national qui éclate un peu partout, il y a vraiment quelque chose d'unique, je pense. Il y a quand même
un truc qui nous fait halluciner, c'est les réactions des gens en place, des gens au pouvoir, les classes dirigeantes face à quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, qu'ils ne comprennent pas et qui veulent absolument voir finir le plus rapidement possible et sans que rien ne change. Donc ça, c'est quand même quelque chose, un tel niveau d'incompréhension. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment nous faire réagir tous et toutes. Et est-ce que tu crois pas que c'est le cas justement ? Est-ce que tu crois pas que justement la matraque, le dédain absolu n'est pas super apparent et percute beaucoup de gens en France là ? Ah si, je pense que ça n'a jamais été aussi apparent, comme tu dis, ça n'a jamais été aussi flagrant. Donc je pense que heureusement que ça percute et heureusement que c'est pas fini, j'espère en tout cas. Alors je revenais au début, c'est sur la bienveillance qu'il y avait, une bienveillance condescendante évidemment, qu'il y avait par exemple chez quelqu'un comme Éric Brunet, qui officie je crois sur RMC, parce qu'ils ont toujours plein de casquettes. Hein. Et donc Éric Brunet qui officie sur RMC et sur BFM, donc il y a une tribune quotidienne, quasi quotidienne, etc. Je crois qu'il touche environ ce monsieur 6 000 € par mois, hein, pour donner son point de vue finalement, mais qui n'est pas que son point de vue. Et au début, il disait c'est très bien, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'inscrit dans des mouvements antifiscalistes comme les bonnets rouges, parce que, évidemment, en France, on est trop taxé, en France, il y a trop de fonctionnaires, en France, etc. Donc, il relayait comme ça un discours, qu'on va dire, poujadiste libéral, finalement, pensant que c'était ça la nature du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il y avait au cœur des revendications, il y avait une conscience sociale. Étonnant, les gens ont une conscience sociale, ils s'aperçoivent qu'il y a des inégalités en France, que ces inégalités sont criantes et que eux ils en payent les frais quotidiennement à la fin du mois, même pas à la fin du mois, au milieu du mois, etc. Donc à partir du moment où la perception du mouvement a tourné, il y a eu déjà un vent de panique, ça y est, il faut que ça s'arrête. Et évidemment, il y a eu aussi des séquences des actes parisiens, mais pas simplement parisiens, où la plus belle avenue du monde, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la plus belle avenue du monde, cette espèce de cocorico permanent pour dire que l'Arc de Triomphe avait été attaqué, les Champs-Élysées avaient été saccagés. Enfin voilà, tout le monde a vu ça, enfin j'ai pas besoin d'y revenir. Dans le même ordre d'idée, des gens comme Éric Zemmour, au départ, ils disaient c'est très bien les Gilets jaunes, c'est pareil, c'est anti-poids de l'État, anti-machin, etc. C'est libéral poujadiste comme j'aime. Et puis il s'est aperçu, non, ça va plus. Voilà. De même, il disait, le RIC, c'est très bien parce que ça peut faire revenir sur le mariage pour tous, ça peut faire revenir sur la peine de mort, mais surtout, il ne faut pas que ce soit la révocabilité au cœur des... Donc ces gens-là sont des professionnels de la parole et d'une parole qu'on peut qualifier de réactionnaire, hein, sans prendre de risques. Ils ont en permanence cette voix au chapitre, hein. Et quand le peuple, quand la plèbe se montre un peu trop virulente, là pour le coup il n'y a plus personne. C'est attention, on va vers la guerre civile. Ce mot-là est employé régulièrement, apathie, Potek-Rief, etc. Ces gens-là renvoient à la guerre civile, etc. Ils sont complètement aveugles par rapport à la répression
par rapport à ce que les gens se prennent dans la figure quotidiennement. Et il ne relaie pas ce point de vue-là et il s'étonne finalement d'être incompris. On retrouve Mathieu Léonard lors du débat, qui laissera la parole à Stéphane Trouille, qui clôturera cette émission. Alors, plutôt qu'un long discours, une citation des fois c'est mieux. Il y a un journaliste, je ne sais pas ce qu'il est, c'est un politologue, voilà, Gérard Grunberg, et l'économiste Elie Cohen qui ont sur France Info fait un point de vue qui à mon avis résume un peu cette panique qui s'empare des élites médiatiques. Alors je cite: il faut expliquer aux Gilets jaunes que nous ne sommes plus en 1789, puisque nous avons des institutions démocratiques et que nous sommes un pays libre. Pardon. Leur rappeler aussi que tous les Français pâtiraient de l'effondrement du système. Donc ils ont vraiment peur qu'on soit au bord de l'effondrement finalement. Bref, alors c'est ça le cocasse, les journalistes doivent se rappeler qu'ils ne sont pas des simples observateurs, mais qu'ils font partie des élites, dont le rôle est aussi de préserver le pays du chaos. Oh là. À partir de là, on sait dans quel camp ils s'affichent finalement, et ils s'étonnent que des gens expriment dans l'autre camp un autre point de vue, donc à partir où ils revendiquent eux-mêmes leur espèce de confort de classe et de barrière de classe. Tout ça pour dire qu'après, ça justifie sans doute pas les violences qui sont faites aux journalistes dans la rue, parce qu'à mon avis, ils prennent des coups qui leur sont pas destinés, hein. C'est des techniciens, c'est des reporters, etc. Il s'agit évidemment pas d'être complaisant vis-à-vis de ça, mais c'est un symptôme, et ceux qui donnent la musique, ceux qui donnent la partition du discours médiatique, eux, ils sont à l'abri, finalement. Oui. Donc voilà, il y a ce gouffre, finalement, qui s'est installé dans le mouvement des Gilets jaunes entre les gens, ce qu'ils ressentent, ce qui est leur vie quotidienne, et l'incompréhension totale de la classe médiatique. C'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra travailler dans les temps à venir, y compris pour développer, alors là je vais prêcher pour ma paroisse, des médias indépendants pour qu'ils aient plus de place, pour des médias indépendants en tout cas qui se veulent aussi les relais par exemple des luttes. Et donc il y a aussi là-dessus je pense que quelque chose qui est à jouer, et puis surtout que les mouvements s'emparent des médias eux-mêmes, hein. Plutôt que de critiquer les médias, il faut être soi-même un média. Et donc voilà, je termine là-dessus. Et ça a été un de nos axes, ça, de favoriser tous ces médias qui partout existent, font des choses plus confidentielles que les médias mainstream, mais qui sont là, qui font un vrai travail de terrain. Il y en a qui sont ici, je pense à Ricochet, je pense à Mediacorp, je pense à Résonance, je pense à plein de médias. Et on a aussi, du coup, stratégiquement, par exemple, le communiqué que j'ai fait, eh ben, on a proposé à CQFD de l'héberger. L'idée, c'est vraiment d'amener aussi, parce qu'on se rend compte que là, il y a une grande audience quand même par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui nous arrive. Et on se dit, bah, tiens, c'est l'occasion aussi d'aller emmener toutes ces personnes qui sont choquées par ce qui se passe, les emmener vers tous ces médias libres qui amènent autre chose. Donc c'est aussi pour ça, je pense que stratégiquement aussi, il y a vraiment des choses à mettre en place par rapport à ça. Et nous, en tout cas, on a voulu aller vers ça et communiquer avec tous ces médias, Reporters, Bastamag, etc., pour leur amener à eux l'information. Politis, Le Crétois qui prend une bonne voix en ce moment. Bref, tous ces médias qui vont pas nous déformer, ou en tout cas en qui on a plus confiance, qui vont faire un vrai travail d'écouter, de venir, de passer du temps, etc. Et par rapport aux autres médias, plutôt de juste faire des petits communiqués où on maîtrise la chose, on leur envoie et puis basta, quoi. Et on fait sans eux, quoi. Et on y va, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de médias qui réagissent et qui en ce moment se saisissent de la chose. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important dans nos luttes et dans ce qui se passe actuellement, qu'on puisse chacune être à sa mesure, écrire un article, relayer l'infokiosque, faire des petites brochures. Voilà, il y a plein de manières aussi de relayer de l'information.
Et je pense que c'est vraiment un enjeu de nos luttes, c'est de pouvoir s'organiser, s'auto-organiser là-dessus. Par les radios aussi, je sais pas si c'était Radio Saint-Fé qui est là, Radio RDWAP, dans le coin on a quand même pas mal de médias qui font des choses de côté. En tout cas, nous, il y a toute une équipe qui travaille aussi là-dessus parce qu'effectivement, médiatiquement, c'est aussi un enjeu, mais encore une fois, pour aller vers tous ces médias qui proposent autre chose. Voilà pour moi. Voilà, cette émission touche à sa fin, mais d'autres viendront prochainement alimenter les débats. Merci à Mathieu Léonard et Stéphane Trouille. Merci à Fabrice Larcade pour le partage de son. Merci au groupe Frisette dont vous avez pu entendre des extraits captés pendant leur balance avant leur concert donné le soir même. Enregistrement et entretien menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et certaines musiques par Indie Grande. Si vous voulez en savoir plus sur CQFD, allez faire un tour sur leur site cqfd-journal.org. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur le mixcloud.com/surlaroute. Si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.